Bonjour, on se retrouve. Comme vous voyez, j'ai une invitée ici là, qui voulait absolument se mêler de cette histoire. Bon, ben, vous me connaissez, moi je peux pas refuser ça, d'avoir des invités dans mes cours. Alors, on est très heureux de vous présenter Émilie ici, qui voulait absolument participer. Émilie, est-ce que tu souhaiterais partir maintenant? Ça serait une bonne idée, d'accord? Allez, au revoir. Bon, un peu plus ou moins contre son gré, Émilie a quitté. Nous avons donc maintenant la suite de notre capsule sur Inconnu à cette adresse. On termine, si on peut dire, le tour d'horizon de la présentation de la vie du roman. Donc, on a vu que le roman a été un très grand succès au niveau littéraire, mais on va aussi choisir d'en faire un film en 1944, donc très peu d'années après sa première édition. On va choisir de faire le film aux États-Unis, Address Unknown. Donc, vous avez ici une des affiches du film de 1944. Une chose qui est intéressante, à mes yeux, moi, en tout cas, c'est intéressant, c'est la place que va prendre la femme dans ce film. On va en parler tout à l'heure, mais les personnages féminins sont peu nombreux. Et ici, l'interprétation qu'on va faire du roman va être, c'est ça, une adaptation, hein, parce que vous allez voir que le personnage féminin, oui, il est intéressant, il est important, mais c'est peut-être pas le personnage le plus important de l'intrigue. Ensuite, bien évidemment, on a aussi transposé le roman en pièce de théâtre. J'ai choisi l'affiche de la pièce qui était présentée en Israël et qui l'est toujours d'ailleurs parce que l'adaptation a été faite en yiddish à peu près autour de 1995, toujours pour souligner le 50e de la libération des camps de concentration. Et à chaque année, on passe à la télévision une version filmée de cette pièce-là en Israël, à ce qui paraît, en tout cas, pour souligner l'événement. Maintenant, c'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Après toutes ces années, on en a parlé tout à l'heure, qu'un texte américain, dans le fond, soit devenu international et interprété, si on peut dire, de toutes les façons artistiques possibles. Alors, on vient de faire le tour, n'est-ce pas, de ce que ce roman-là a créé, a suscité. On a aussi regardé ensemble ce qui était, si on peut dire, dans quoi baignait l'auteur à l'époque, l'entourage historique. Et puis, ben maintenant, on est rendu à parler du roman en tant que tel. Donc, on va parler de, enfin, vous allez me dire, Inconnu à cette adresse dans sa version littéraire. Alors, on se lance. On a affaire ici à un roman épistolaire. Un roman épistolaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un roman qui a été écrit sous forme de lettres. On a des lettres qui sont des lettres fictives, là. On n'a pas pris des vraies lettres de vraies personnes. On a inventé deux personnages qui s'écrivent. Et le roman est construit uniquement sur cet échange-là de lettres. Donc, on va avoir des lettres écrites par deux personnes ici, et ces deux personnes-là vont s'échanger des informations, ils vont s'échanger des éléments de leur quotidien, parce que ce sont des amis et des partenaires d'affaires aussi. Donc, on parle d'un échange de lettres qui se serait étalé de 1932 à 1934. Sur 2 ans, ces deux bons amis-là vont s'écrire régulièrement. Il y a un des deux gars qui habite San Francisco et l'autre qui est en Allemagne. Alors, leurs lettres vont traverser l'Atlantique et c'est ce qui va rendre la pièce, je veux dire le roman intéressant, c'est de voir l'évolution dans les deux pays aussi de la situation. Ils ont une galerie d'art et ils ont une bonne relation, à la fois amicale et relation d'affaires. Cette correspondance-là, donc le roman épistolaire, va être va nous permettre de voir évoluer cette relation-là, à la fois au niveau personnel, mais aussi au niveau des affaires, vous allez voir. Ensuite, parlons des personnages. Donc, on a affaire à un personnage qui s'appelle Max Eisenstein. C'est un Américain de 40 ans. Il est d'origine juive, donc c'est celui qui va habiter San Francisco. C'est celui qui gère la galerie, qui est un des deux propriétaires et qui fait prospérer leur affaire
aux États-Unis. Et bon, lui, il est célibataire et il est, disons, très très proche de sa sœur. Sa sœur s'appelle Griselle. Sa sœur Griselle, elle est restée, comme on va le voir tout à l'heure, elle est restée en Europe. Sa galerie d'art fonctionne très bien. La galerie s'appelle Schulz Eisenstein et Martin Schulz est le copropriétaire, son ami à qui il va écrire régulièrement, et il va le considérer comme un frère. Vous allez voir, en lisant, vous allez constater que c'est dit tel quel, il le considère comme son frère. Personnage numéro 2, Martin. Donc, Martin Schulz est un Allemand de 40 ans, donc c'est des hommes du même âge. Martin, lui, est marié, il a 3 enfants quand il s'en va vivre en Allemagne. Donc, il va quitter les États-Unis pour aller habiter à Munich, où il va vouloir retrouver ses racines. À un moment donné, même, il va expliquer que pour lui, c'est important que ses enfants soient éduqués dans son pays d'origine, qui est l'Allemagne. Bon, lui, il va quitter en 1932. Donc, il va être témoin de tout ce qui va se passer. Et Munich, c'est un des centres importants, si on peut dire, du mouvement nazi. Donc, il va vraiment être au cœur de ce qui se passe au niveau de l'évolution, si on peut dire, de la pensée nazie en Allemagne. Donc, on a nos 2 personnages principaux qui s'écrivent d'un bord à l'autre de l'océan et qui vont avoir des échanges à la fois, comme je vous l'ai dit, amicaux, mais aussi qui vont évoluer, vous allez voir. C'est un petit peu le but de notre lecture, hein, c'est de constater à quel point la situation va faire évoluer les 2 personnages. Je vous présente aussi Griselle. Griselle, qui est la sœur de Max. Elle est plus jeune et elle est comédienne. Donc, elle est restée, elle est en Europe où elle connaît un très grand succès en tant que comédienne. Sauf que faut savoir que Griselle, c'est la sœur de Max, c'est donc elle aussi une juive. Et elle va vivre, si on peut dire, personnellement, sur place, et là je mets des gros guillemets, désagréments que les Juifs vont avoir à vivre à l'époque. Donc, on va suivre par les échanges entre Martin et Max. Alors, entre Martin et Max, on va suivre entre leurs échanges comment Griselle, elle aussi, va évoluer et va vivre tout ça. Donc, ça nous donne 3 personnages principaux, si on peut dire, même si Griselle n'écrit pas les lettres. Elle est le sujet de certaines lettres, mais elle ne va pas écrire, elle. Donc, on a nos 3 personnages principaux et ça nous vous donne une idée un peu de ce qui vous attend au niveau de la lecture, au niveau au moins de la structure du roman puis de la lecture du texte. Je vous ai mis ici, pour ceux que ça intéresse, d'autres romans qui sont des romans épistolaires que j'ai lus, parce que il y en a beaucoup de romans qui ont été écrits sous cette forme-là. C'est pas quelque chose que Chris Taylor a inventé, mais c'est un type de littérature qui peut, si vous aimez ça, si vous aimez la structure, vous intéresser. Alors, je vous présente les romans, je vous en présente rapidement, là, je fais juste vous dire ce que c'est. Alors, vous avez Les Liaisons dangereuses, qui est un roman épistolaire, vous avez Oscar et la Dame Rose, qui en est un autre. Donc, on a affaire à des romans ici très, très, très différents aussi en genre. Vous avez Dracula, qui est un roman épistolaire très dense. Et puis, il faut qu'on parle de Kevin, qui est un roman, oh là là, très très dur, que je vous recommande si vous avez le cœur bien accroché. Donc, on a affaire à des romans épistolaires régulièrement en littérature. Si c'est un style qui vous plaît, en voilà quelques-uns qui sont des recommandations. Comment, pourquoi, avec quoi, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi, là, vous voulez savoir ce que vous allez faire avec ce roman-là. Alors, je vous l'explique très rapidement. Voici ce qu'on attend de vous. Dans le fond, ce que je veux que vous fassiez, c'est qu'en lisant votre roman, vous prenez des notes, et que ces notes-là soient toujours en lien avec la façon dont les personnages vont s'adresser l'un à l'autre. Donc, de quelle façon le langage va évoluer entre les 2 personnages, les mots qu'on va choisir pour se parler. Donc, on cherche à savoir est-ce que Max et Martin vont avoir une relation différente au début et à la fin du livre. Je vous donne déjà la réponse, là, c'est un petit peu évident. La réponse est oui, il y aura une différence. OK, bon, maintenant, il faut la prouver. C'est ça le but. Alors, votre objectif, c'est de nous montrer cette différence. Bon, alors, exemple. Je vous donne un exemple de ce que vous pourriez noter.
Vous n'avez pas à prendre des notes très, très exhaustives. Vous avez un tableau. Vous mettez lettre 1, lettre 2, lettre 3, tout simplement. Et vous cherchez des signes dans le texte. Donc, moi, ce que je vous ai mis là, je vous ai pas donné les réponses. Je vais juste vous donner des pistes. Dans la première lettre, on sent qu'il y a de la tristesse de la part du personnage de Max. Et il y a de la nostalgie aussi. Donc, ces deux éléments-là, qui sont des éléments d'émotion du personnage, ils sont illustrés de quelle façon dans le texte? Quels sont les mots que l'auteur a choisis pour nous faire ressentir cette tristesse-là? Donc, Martin part. Son meilleur ami reste. Il est malheureux. C'est quoi les mots qui me permettent de voir ça? Deuxième élément. Ils vont parler de la situation en Allemagne, parce que ça fait partie du livre, hein? On a vu tantôt à quel point c'est important. Alors, comment ils décrivent l'Allemagne? Quelle est la situation? On va dire qu'on parle d'une Allemagne démocratique. Quel mot on emploie pour ça? Et finalement, on parle de Grisel. Ben, comment on en parle de Grisel, là? On a-tu l'impression que c'est positif? Est-ce que la relation entre les trois elle commence à s'éclairer? Est-ce qu'on voit un peu quelle est la situation entre les trois personnages? Bon, à vous de voir. Mais c'est à peu près des trop grands angles. Vous allez pouvoir avoir un quatrième qui apparaît pas dans la lettre 1, c'est le côté affaires. Alors, est-ce que ça marche bien, les affaires? Quels sont les mots employés pour montrer que les affaires avancent? Avec ça, lorsque vous aurez terminé votre tableau, vous allez pouvoir voir une progression. Vous allez voir à travers les mots de l'auteur comment leur relation évolue. Puis vous allez avoir les preuves de cette évolution. C'est ça qu'on veut. Alors, vous cherchez des termes, des mots qui permettent de montrer, de mettre le doigt sur l'état d'esprit des personnages. Et à la fin, on va être capable de voir leur relation, de quelle façon elle évolue. Je pense que ça vous donne une bonne idée de ce qu'on attend de vous. Alors, évidemment, on se revoit en classe et on en parle. Salut là, bonne journée et bonne lecture!